Les coups à la porte commencèrent à minuit pile. Pas des coups normaux, des coups désespérés, violents, le genre qui fait vibrer tout l'appartement, le genre qui réveille les voisins, le genre qui glace le sang. La main se crispa sur le téléphone. Les chiffres du réveil brillaient dans le noir. 0, 0. Comme si quelqu'un avait attendu précisément ce moment. La fin d'un jour, le début d'un autre. Une frontière temporelle choisie avec soin. Les coups continuaient. Puis une voix, brisée, suppliante. « S'il te plaît, ouvre, je t'en supplie. » Cette voix, 6 mois. 6 mois exactement depuis la dernière fois. Depuis ce jour où tout avait explosé. Depuis ce moment gravé dans la mémoire comme une brûlure au fer rouge. Le corps ne bougeait pas. Assis dans le lit, dos contre le mur froid, cœur qui cognait, respiration courte, mains tremblantes. « Je sais que tu es là. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide, je t'en supplie. » La voix sanglotait maintenant. Entre chaque mot, entre chaque respiration, un homme qui pleurait, un homme détruit. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. C'était lui, Julien, 6 mois plus tôt. Une journée de novembre, grise et froide. L'appartement sentait le café et les croissants frais. La table était mise. 2 tasses, 2 assiettes, 2 serviettes pliées avec soin. Tout était normal. Tout était comme d'habitude. Jusqu'à ce qu'il parle. « Il faut que je te dise quelque chose. » Ces mots, ces 6 mots qui précèdent toujours le désastre. Ces 6 mots qui font basculer une vie. Le café refroidissait dans la tasse. Les croissants restaient intacts. L'estomac s'était noué instantanément. « Je pars. » 2 mots de plus. 2 mots qui pesaient des tonnes. « Tu pars où ? » ?»« Je pars. Je te quitte. J'ai rencontré quelqu'un. » Le silence qui avait suivi était épais, dense, suffocant, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Quelqu'un. Oui, Élodie. Elle, on s'est rencontrés au bureau. Il y a 8 mois. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Et je l'aime. 8 mois. 8 mois de mensonges. 8 mois de double vie. 8 mois pendant lesquels il rentrait, embrassait, souriait, fait l'amour, tout en pensant à elle. Tu l'aimes ? Oui. Depuis 8 mois ? Oui. Et tu me le dis maintenant. Je voulais être sûr. Je ne voulais pas te faire de mal pour rien. Pour rien. Comme si 8 mois de trahison pouvaient être effacés si finalement il avait changé d'avis. Comme si la douleur comptait moins si elle arrivait en une seule fois plutôt que progressivement. Mes affaires sont déjà chez elle. J'ai juste besoin de prendre le reste. Mes livres, mes vêtements d'hiver, quelques objets personnels. Déjà chez elle, tout était déjà organisé, planifié, décidé. Cette conversation n'était pas une discussion. C'était une notification, un préavis, une formalité administrative avant de fermer un dossier. Quand ? Maintenant. Enfin, dès que j'aurai fini. Elle m'attend en bas, dans la voiture. Elle m'attend en bas, dans la voiture. Le choc de cette phrase avait été pire que tout le reste. Pire que l'annonce, pire que les 8 mois, pire que les mensonges. Elle était là, en bas, dans la voiture. Attendant qu'il remonte avec ses cartons. Attendant de repartir avec lui. Vers leur nouvelle vie, leur nouveau bonheur. Construit sur les ruines de l'ancien. Tu veux que j'aille la saluer ? Peut-être qu'on pourrait prendre un café toutes les 3. Discuter de la météo, de nos projets de vacances. Le sarcasme était sorti sans filtre. Amer, acide, pathétique. Julien avait détourné le regard, mal à l'aise, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. Je suis désolé, vraiment, tu ne mérites pas ça. Mais je ne peux pas rester dans quelque chose qui me rend plus heureux. Ce ne serait pas juste, ni pour toi, ni pour moi. Pas juste. Comme si la justice avait quelque chose à voir avec ça. Comme si quitter quelqu'un après 5 ans pour une aventure de 8 mois était une question d'équité morale. Il avait fait ses cartons, méthodiquement, efficacement, en 40 minutes. 5 ans de vie commune rangés dans 4 cartons. 4 cartons et 2 sacs de voyage. Et pendant tout ce temps, pendant qu'il vidait les armoires, triait ses livres, débrochait sa console de jeu, elle, Élodie, attendait en bas, moteur tournant probablement, chauffage allumé, peut-être même en écoutant de la musique, en se maquillant, en regardant son téléphone. Quand il était arrivé à la porte, carton empilé, sac sur les épaules, il s'était retourné une dernière fois.
Prends soin de toi. 4 mots. Vide. Creux. Convenu. Puis il avait souri. Pas un gros sourire. Juste un petit sourire en coin, soulagé. Le sourire de quelqu'un qui vient de se débarrasser d'un poids, qui commence une nouvelle aventure, qui se sent libre. Et il était parti. La porte s'était refermée. Et par la fenêtre, on pouvait voir la voiture. Une Clio rouge, elle au volant, cheveux blonds, lunettes de soleil, malgré le ciel gris. Lui chargeant les cartons dans le coffre, puis montant côté passager. Elle avait tourné la tête vers lui, dit quelque chose. Il avait ri, vraiment ri, tête renversée en arrière, main sur son bras. Ce rire léger, insouciant, heureux. Puis la voiture était partie. Et voilà, 5 ans effacés en 40 minutes et un rire dans une Clio rouge. Les coups à la porte s'intensifiaient maintenant. « S'il te plaît, elle va me tuer. Elle va vraiment me tuer. Tu dois m'aider. » Le téléphone était dans la main. Écran lumineux dans le noir. 3 chiffres à composer. Juste 3. 1 7. Urgence. Police. Mais quelque chose retenait le geste. Une question. Une seule. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 6 mois? Et surtout, pourquoi ici? Je t'en supplie. Tu es la seule qui peut comprendre, la seule à qui elle peut faire confiance. Conscience. Le mot résonna dans le noir. Ironique, amer, presque obscène. Les coups cessèrent soudain, remplacés par un glissement. Le bruit d'un corps qui s'affaisse contre la porte, qui glisse le long du bois, qui s'effondre sur le palier. Je suis désolé, tellement désolé, pour tout. Tu avais raison. Surtout, j'aurais dû t'écouter. Des sanglots maintenant, profonds, déchirants, le genre de pleurs qui viennent du ventre, qui secouent tout le corps, qui font mal à entendre, même quand on déteste la personne qui pleure. Le doigt hésitait au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Composer ou pas, ouvrir ou pas, écouter ou pas. 6 mois. 6 mois de reconstruction. 6 mois à recoller les morceaux. 6 mois à réapprendre à dormir seul, à manger seul, à exister seul. 6 mois de thérapie, de pleurs, de colère, de deuil, de longs, très longs retours à quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Et voilà qu'il revenait, en pleine nuit, détruit, suppliant, parlant de mort, de danger, d'Élodie qui voulait le tuer. Une part du cerveau disait « Appelle la police maintenant ». Ne t'implique pas, ce n'est plus ton problème. Il a fait ses choix, il doit vivre avec. Mais une autre part, plus petite, plus faible, mais présente quand même, murmurait « Et si c'était vrai? Et s'il était vraiment en danger? Et si quelque chose de terrible était arrivé ?» Le corps se leva du lit, pieds nus sur le parquet froid, chaque pas mesuré, prudent. Le cœur battait si fort qu'on pouvait l'entendre dans le silence de l'appartement. Arrivé à la porte, main sur la poignée. Froide, métallique, réelle. Julien, silence. Puis, faiblement. Oui, c'est moi. S'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue folle, complètement folle. Je ne peux pas retourner là-bas. Elle va me tuer. Elle l'a dit. Elle l'a vraiment dit. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. J'ai réussi à partir pendant qu'elle dormait. J'ai pris ma voiture. J'ai roulé. Je ne savais pas où aller. Et je suis venu ici. La seule en qui je peux avoir confiance. La seule en qui il pouvait avoir confiance. Après l'avoir trahi, abandonnée, remplacée, détruite, la main quitta la poignée, recula d'un pas. Je vais appeler la police. Non, non, s'il te plaît, pas la police. Tu ne comprends pas. La police vient, elle va savoir, elle va trouver. Et là, alors va dans un hôtel. Va chez un ami, va n'importe où sauf ici. Je n'ai plus d'amis. Elle les a tous éloignés, un par un. Et ma famille, elle leur a raconté des choses, des mensonges. Ils ne me croient plus. Personne ne me croit. Sauf toi. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas fou. Tu sais que je dis la vérité. Le connaître. Quelle ironie. 5 ans ensemble. Et finalement, elle ne le connaissait pas du tout. Sinon, elle aurait su. Elle aurait vu les signes. Elle aurait deviné Élodie avant qu'il soit trop tard. S'il te plaît, juste cette nuit. Je partirai demain. Je te le promets, juste cette nuit, je ne peux pas rester dehors. J'ai froid, j'ai peur. Sa voix se brisa complètement, sanglot incontrôlable. Le doigt se posa sur le bouton d'appel. Les 3 chiffres apparurent à l'écran. 17. Police. Secours. Mais avant d'appuyer, une dernière question. Julien, regarde-moi à travers le Judas. Lève la tête que je te vois. Bruit de mouvement, de corps qui se redresse péniblement. L'œil se colla au Judas. La petite lentille déformante qui permettait de voir le palier. Il était là, Julien. Mais pas le Julien qui était parti 6 mois plus tôt. Pas le Julien souriant,
insouciant, heureux. Ce Julien-là avait maigri, beaucoup. Les joues creuses, les cernes profonds, les cheveux en désordre, la barbe de plusieurs jours, un pull taché, un jean déchiré aux genoux, des chaussures sans lacets, et son visage. Son visage portait des marques, un bleu sur la pommette gauche, une coupure au-dessus du sourcil, la lèvre fendue. Il leva les yeux vers le Judas. Ses yeux, autrefois vifs et pétillants, étaient maintenant ternes, éteints, vidés. Des yeux de quelqu'un qui a vu l'enfer. Des yeux qui suppliaient. Le pouce appuya sur le bouton d'appel. La sonnerie commença. Une fois. 2 fois. Allô, police secours. J'écoute. Julien regardait toujours le Judas, attendant, espérant, priant peut-être. La voix sortit, calme, posée, déterminée. Oui, bonjour. Il y a un homme devant ma porte. Mon ex-compagnon. Il dit être en danger. Il présente des traces de violence. J'ai besoin d'une intervention. Quel est votre nom et votre adresse, madame? Les informations furent données. Nom, adresse, étage, numéro de porte. Une équipe est en route. Elle sera là dans 10 minutes maximum. En attendant, restez à l'intérieur. Porte verrouillée. Ne laissez personne entrer, même lui. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. D'accord. Restez en ligne avec moi jusqu'à l'arrivée des agents. D'accord. Julien continuait de fixer le Judas. Puis lentement, très lentement, son visage changea. La supplication laissa place à autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus droit. Incompréhension d'abord, puis réalisation, puis colère. Tu as appelé la police? Après tout ce que je t'ai dit? Tu as vraiment appelé la police? Pas de réponse. Je te demandais juste une nuit. Une putain de nuit. Et toi, tu appelles les flics? Sérieusement? Sa voix montait, de plus en plus forte, de plus en plus agressive. Je savais que tu étais rancunière, mais là, c'est juste cruel. Tu veux ta vengeance, c'est ça? Tu veux me voir souffrir? Il se releva complètement, se rapprocha de la porte, poing contre le bois. 6 mois que c'est fini entre nous, et tu ne peux toujours pas tourner la page. Tu es pathétique. Tu sais ça? Pathétique. La voix au téléphone intervint. Madame, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Il devient agressif. Les agents arrivent dans 5 minutes. Tenez bon, ne répondez pas, ne réagissez pas, laissez-le parler. Julien continuait. Tu crois que les flics vont faire quoi? Me mettre en garde à vue? Pourquoi? Pour avoir frappé à ta porte? Pour avoir demandé de l'aide? C'est pas illégal ça? Il rit, un rire amer, ironique. Tu vas leur dire quoi? Que ton ex est venu pleurer sur ton palier? Ils vont te prendre pour une folle. Une ex aigrie qui ne supporte pas que son mec le quitte. Chaque mot frappait, précis, calculé pour faire mal. Et même s'ils viennent, même s'ils me posent des questions, je leur dirai quoi? Que ma copine est un peu jalouse? Un peu possessive? C'est pas un crime ça non plus. Au pire, ils me ramèneront chez moi. Et là? Oh là! Élodie va être ravie d'apprendre que je suis venu te voir en pleine nuit. Il s'arrêta, comme si une pensée venait de le frapper. En fait, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Qu'elle sache, qu'elle comprenne que tu ne me lâches pas, que tu es toujours après moi. Ça confirmera tout ce que je lui ai dit sur toi, tout ce qu'il lui avait dit, sur elle, à Élodie, pendant ces 8 mois, pendant ces 6 mois de pluie. Quel mensonge avait-il raconté? Quelle version déformée de leur histoire avait-il servi? Un bruit de sirène au loin, faible d'abord, puis de plus en plus proche. Julien l'entendit aussi, se figea, regarda vers l'escalier. Merde! Il se retourna vers la porte, vers le Judas. Une dernière fois. Tu vas le regretter, je te le promets. Tu vas vraiment le regretter. Puis il partit, bruit de pas précipités dans l'escalier, descendant, fuyant. Les sirènes s'arrêtèrent en bas de l'immeuble. Portière qui claque, voix qui donne des ordres. Pas lourd dans l'escalier, montant. 3 coups fermes à la porte. Professionnel, autoritaire. Police, madame, pouvez-vous ouvrir s'il vous plaît? La main tremblait en déverrouillant. 1 verrou, 2 verrous, la chaîne de sécurité. Puis la porte s'ouvrit. 2 agents en uniforme. Un homme, une femme, la quarantaine tous les deux. Visage sérieux, mains près de leur ceinture, prêts à réagir si nécessaire. Bonsoir madame. Capitaine Moreau. Brigadier Petit, vous avez appelé pour signaler la présence de votre ex-compagnon? Oui, il était là, devant ma porte. Il pleurait, suppliait que je le laisse entrer. Disait qu'il était en danger, que sa copine voulait le tuer.
Les agents échangèrent un regard. Celui qu'on échange quand on a déjà entendu cette histoire 100 fois. Il est parti quand il a entendu les sirènes? Oui. Il a descendu l'escalier en courant. Nous l'avons croisé en bas. Il nous a dit qu'il s'était trompé d'étage, qu'il cherchait l'appartement d'un ami. Il est reparti. Bien sûr qu'il avait menti. Bien sûr qu'il avait trouvé une excuse. C'était son talent. Mentir, manipuler, retomber sur ses pieds. Pouvons-nous entrer quelques minutes? Pour prendre votre déposition? Elle s'écarta, les laissa passer. Le capitaine Moreau nota l'appartement d'un coup d'œil rapide. Petit, propre, rangé. Pas de signe de lutte, pas de désordre. Juste un intérieur normal, où quelqu'un essayait de vivre sa vie. Ils s'installèrent au salon, elle sur le fauteuil, eux sur le canapé. Le brigadier Petit sortit un carnet, un stylo, prêt à noter. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé, depuis le début. Alors elle raconta. Les coups à minuit, la voix suppliante, les menaces sur Élodie, son refus d'ouvrir, l'appel à la police, le changement brutal d'attitude quand il avait compris, les insultes, les menaces voilées. Le capitaine Moreau écoutait, visage impassible. Professionnel. Vous dites qu'il présentait des traces de coups? Oui, un bleu sur la joue, une coupure au sourcil, la lèvre fendue. Et selon lui, c'est sa compagne actuelle qui lui aurait fait ça? C'est ce qu'il a dit. Qu'elle était devenue folle, qu'elle allait le tuer. Connaissez-vous cette personne? Cette Élodie? Non. Enfin, je sais qui elle est. C'est avec elle qu'il m'a quitté. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais rien d'elle à part son prénom et qu'elle travaillait avec lui. Dans quelle société? Mercier et Associés, cabinet de conseil en marketing. Julien était directeur de compte. Je ne sais pas quel était le poste d'Élodie. Le brigadier notait tout, méthodiquement. Depuis combien de temps êtes-vous séparés? 6 mois exactement. Il est parti le 28 mai, avec elle. Et depuis, plus aucun contact. Jusqu'à ce soir. Aucun contact du tout? Pas de message? Pas d'appel? Rien. Il a pris ses affaires et il est parti. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Jusqu'à minuit ce soir. Le capitaine Moreau se pencha légèrement en avant. Madame, je dois vous poser une question délicate. Avez-vous été tenté de le contacter pendant ces 6 mois? De passer devant chez lui? De vérifier ses réseaux sociaux? Quelque chose qui pourrait être interprété comme du harcèlement? La question frappa comme une gifle. Vous pensez que c'est moi le problème? Que je le harcèle? Je ne pense rien, madame. Je pose juste la question. Parce que si jamais votre ex-compagnon porte plainte contre vous pour harcèlement, nous devons connaître tous les faits. Porter plainte contre elle, pour harcèlement, alors que c'était lui qui était venu. Lui qui avait frappé à sa porte. Lui qui avait pleuré et supplié, puis insulté et menacé. Je n'ai rien fait, rien du tout. Je l'ai bloqué partout. Téléphone, réseaux sociaux, email. Je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. Et j'ai réussi. Jusqu'à ce soir. D'accord. Le brigadier Petit nota encore quelque chose. Vous sentez-vous en sécurité dans cet appartement? Oui. Enfin, je ne sais pas. Maintenant qu'il sait où j'habite. Il le savait déjà, non? Vous viviez ensemble? Non. Quand nous étions ensemble, nous habitions rue Danton. C'était notre appartement commun. Après la séparation, je suis parti. Je ne voulais pas rester là-bas. Trop de souvenirs. J'ai déménagé ici. Et je ne lui ai jamais donné ma nouvelle adresse. Personne ne la lui a donnée. Alors comment il a su? Le silence qui suivit était lourd. Vous n'avez vraiment aucune idée? Non, à moins qu'il m'ait suivi. Ou qu'il ait demandé à quelqu'un. Mais qui? Nous n'avions plus d'amis communs après la rupture. Tout le monde a choisi son camp. Et mon camp à moi, c'était Petit. Le capitaine Moreau et le brigadier Petit échangèrent encore un regard. Celui qui dit qu'ils en savent plus qu'ils ne le disent. Madame, je vais être franc avec vous. Votre ex-compagnon nous a effectivement raconté une version différente. Selon lui, vous l'auriez contacté à plusieurs reprises ces dernières semaines. Messages, appels, passages devant son domicile. Il dit que vous ne supportez pas la rupture et que vous essayez de le reconquérir ou de détruire sa nouvelle relation. Le sang se glaça dans les veines. C'est faux, complètement faux. Je n'ai rien fait de tout ça. Auriez-vous des preuves? Des relevés téléphoniques qui montrent l'absence d'appel? Des alibis pour les dates où il prétend que vous étiez devant chez lui? Je ne sais même pas de quelle date il parle. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais rien de sa vie, depuis 6 mois.
Le capitaine hocha la tête lentement. Écoutez, pour le moment, ce n'est que parole contre parole. Lui dit une chose, vous dites autre chose. Sans preuve concrète, nous ne pouvons rien faire. Mon conseil, documentez tout. Si vous recevez des messages, gardez-les. Si vous le voyez rôder, prenez des photos. Filmez si possible. Vous sentez menacé, appelez-nous immédiatement. Et peut-être envisagez de demander une ordonnance de protection si la situation s'aggrave. Une ordonnance de protection contre son ex, celui avec qui elle avait partagé 5 ans de sa vie, celui qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance, celui pour qui elle aurait tout fait. D'accord. Les agents se levèrent. Verrouillez bien votre porte, toutes les serrures, la chaîne aussi. Et n'hésitez pas à rappeler si nécessaire. Ils partirent. Leurs pas résonnèrent dans l'escalier. Puis le silence retomba. Elle referma la porte, tourna les verrous, la chaîne, vérifia 2 fois, 3 fois, puis retourna s'asseoir sur le canapé, dans le noir, juste avec la lumière du lampadaire de la rue qui filtrait à travers les rideaux. Le téléphone vibra. Message, numéro inconnu. Tu vois ce que tu as fait? Les flics? Sérieusement? Tu ne pouvais pas juste ouvrir la porte et me laisser dormir sur ton canapé? Non, il fallait que tu en fasses tout un drame. Comme toujours, tu n'as pas changé. Toujours aussi égoïste. Toujours aussi froide. Maintenant, Élodie sait que je suis venu te voir. Et devine quoi? Elle est furieuse. Vraiment furieuse. Alors merci. Merci pour ça. J'espère que tu es contente. Les mains tremblaient en lisant, relisant, tentant de comprendre la logique tordue derrière ces mots. C'était elle le problème. Elle qui avait refusé d'aider. Elle qui avait appelé la police. Elle qui était égoïste, froide, responsable. Pas lui. Jamais lui. Un autre message arriva. Toujours du même numéro inconnu. Et au fait, ce que j'ai dit aux flics, sur toi qui me harcèle, c'est pas complètement faux, tu sais. Parce que t'es toujours là, dans ma tête, tout le temps. Élodie le sent. Elle sait que je pense encore à toi. Et ça la rend dingue. Alors oui, d'une certaine façon, tu me harcèles. Même sans rien faire, même en restant loin. Tu es là, comme un fantôme. Et je ne peux pas m'en débarrasser. Les doigts tapèrent rapidement. Ne me contacte plus jamais. Plus de messages, plus d'appels, plus de visites. Si tu reviens ici, j'appelle la police et cette fois, je porte plainte. Tu n'es plus rien pour moi. Tu comprends? Plus rien. Envoyé. La réponse arriva en moins de 30 secondes. On verra. 2 mots. 2 mots qui contenaient une menace, une promesse, un avertissement. Le téléphone fut éteint complètement, jeté sur le canapé, loin, comme si l'éloigner physiquement pouvait créer une vraie distance. Mais le mal était fait. La paix si durement reconstruite était brisée. La sécurité illusoire envolée. Il savait où elle habitait. Il avait son numéro. Et il ne comptait manifestement pas la laisser tranquille. Le lendemain matin arriva trop vite. Sommeil agité, cauchemar fragmenté, réveil en sursaut à chaque bruit, à chaque craquement, à chaque voiture qui passait dans la rue. 7 heures, le réveil sonna. Jour de travail, vie normale à reprendre, faire comme si de rien n'était. Sous la douche, l'eau chaude ne parvint pas à détendre les muscles noués. Dans le miroir, le reflet montrait les cernes, la fatigue, le poids de la nuit blanche. Habillage mécanique, tailleur gris, chemisier blanc, chaussures plates, look professionnel, neutre. Celui qui dit « je vais bien, tout va bien ». Rien à signaler. En sortant de l'immeuble, le regard balaya automatiquement la rue. À gauche, à droite, cherchant une Clio rouge, cherchant Julien, cherchant le danger. Rien. La rue était normale. Quelques voitures garées, des gens qui partaient au travail, un jogger, un homme promenant son chien. Normal. Mais cette normalité semblait fausse maintenant. Comme un décor. Comme si derrière chaque fenêtre, derrière chaque voiture, il pouvait se cacher. Le trajet jusqu'au bureau se fit en mode alerte maximale. Dans le métro. Coup d'œil constant autour. Vérifiant les visages. Cherchant le sien. À chaque station. Tension quand les portes s'ouvraient. Qui allait monter? Prosodie. Qui allait descendre? Paranoïa. C'était de la paranoïa. Il ne la suivait pas. Il ne pouvait pas être partout. Il avait sa vie, son travail. Élodie. Élodie. Combien de fois avait-elle pensé à cette femme ces 6 derniers mois? Des centaines, des milliers peut-être. Imaginant son visage, sa voix, son corps, essayant de comprendre ce qu'elle avait, ce qui avait séduit Julien, ce qui avait été suffisant pour qu'il abandonne 5 ans.
Et maintenant, cette Élodie devenait autre chose. Pas juste la maîtresse, pas juste la rivale. Quelque chose de plus sombre. Si les mots de Julien étaient vrais, si elle était vraiment violente, dangereuse, instable. Mais était-il vrai? Ou était-ce encore une manipulation? Un nouveau mensonge dans une longue série de mensonges. Le bureau. 8e étage. Open space lumineux. Collègues qui saluaient. Café à la machine. Ordinateur qui démarrait. Email qui s'affichait. Routine. Normalité. Sécurité. Sauf qu'à 10 heures, le téléphone du bureau sonna. Ligne externe. Cabinet Durand. Bonjour. Bonjour. Je cherche à joindre Madame Leroux. Voix féminine. Jeune. Polie. Professionnelle. C'est moi-même. Parfait. Je suis Clara, assistante au cabinet Mercier et Associés. Je vous appelle de la part de Monsieur Beaumont. Il souhaiterait vous rencontrer pour discuter d'un dossier potentiel. Seriez-vous disponible pour un rendez-vous cette semaine? Mercier et Associés. Le cabinet où travaillait Julien. Le cabinet où travaillait Élodie. Le cœur accéléra instantanément. Un dossier de quelle nature? Communication de crise. Gestion de réputation. Monsieur Beaumont préfère en discuter de vive voix. Mais c'est urgent. Nous aurions besoin de quelqu'un rapidement. Cabinet Durand était spécialisé en droit du travail. Pas en communication de crise. Pas en gestion de réputation. Cette demande n'avait aucun sens. À moins que ce ne soit pas vraiment un dossier professionnel. Je ne pense pas que nous soyons le bon cabinet pour ce type de demande. Nous sommes spécialisés en droit social. Peut-être devriez-vous contacter un cabinet de communication directement. Oh, léger embarras dans la voix. Je vois. Je dois avoir fait une erreur dans mes notes. Je suis désolé de vous avoir dérogé. Ce n'est rien. Bonne journée. Elle raccrocha, mais les mains tremblaient. Coïncidence? Simple erreur administrative? Ou test? Vérification qu'elle travaillait toujours là? Qu'elle était joignable? Le doute s'installa. Lourd, pesant. À midi. Pause déjeuner. Descente à la cafétéria avec 2 collègues, Marine et Thomas. Discussion normale sur le week-end. Le dernier épisode d'une série. Un restaurant à essayer. Puis Marine dit quelque chose qui fit tout basculer. Au fait, tu as vu que Mercier et Associés cherchent quelqu'un en RH? C'est dans les offres d'emploi depuis hier. Ça pourrait t'intéresser, non? C'est une grosse boîte. Le sandwich devint du gâteau dans la bouche. Impossible à avaler. Non, je ne cherche pas à bouger. Dommage, ils paient bien apparemment. Et ils ont des bureaux magnifiques avenue Montaigne. J'ai une copine qui y travaillait. Elle adorait. Avenue Montaigne. À 20 minutes à pied du bureau actuel. 20 minutes de Julien. 20 minutes d'Élodie. L'après-midi passa dans un brouillard. Concentration impossible. Chaque email lu 3 fois sans en saisir le sens. Chaque dossier ouvert, puis refermé. L'esprit ailleurs. Constamment ailleurs. À 17 heures, le téléphone personnel vibra. Message. Numéro masqué cette fois. Une photo. Une photo de l'immeuble. Prise depuis la rue. Angle qui montrait clairement les fenêtres du 3e étage. Les siennes. Pas de texte, juste la photo. Message clair. Je sais où tu habites. Je suis venu. Je peux revenir. Les jambes flanchèrent. Il fallut s'asseoir. Respirer profondément. Ne pas paniquer. Ne pas moitrer. Marine passa près du bureau. Ça va? Tu es toute pâle. Migraine. Juste une migraine. Ça va passer. Tu veux de l'aspirine? Non, merci. J'en ai. Mensonge, mais nécessaire. Expliquer, c'était ouvrir une porte. Laisser entrer le chaos dans cette vie professionnelle soigneusement séparée de tout le reste. 18 heures. Fin de journée. Trajet retour. Même vigilance. Même paranoïa. Mais maintenant avec la certitude. Ce n'était pas de l'imagination. Il était vraiment venu. Il avait vraiment pris cette photo. Il surveillait vraiment. Arrivé à l'immeuble. Inspection complète de la rue avant d'entrer. Montée rapide des escaliers. Clé dans la serrure. Porte qui s'ouvre. Vérification de l'appartement. Pièce par pièce. Placard. Sous le lit. Derrière les rideaux. Personne, évidemment. Il n'avait pas pu entrer. Mais la peur était là quand même. Irrationnelle mais réelle. Le téléphone sonna. Numéro fixe cette fois. Celui qui apparaissait sur l'écran de l'interphone. Quelqu'un en bas. Qui sonnait. Le cœur s'emballa. Pas maintenant. Pas encore. Pas Louis. La voix grésilla dans l'interphone. Bonsoir. Police. Nous avons besoin de vous parler. Le doigt appuya sur le bouton. Hésitant. Oui? Capitaine Moreau. Nous nous sommes vus hier soir. Pouvons-nous monter? Hier soir. Moins de 24 heures. Et déjà il revenait. Ce n'était jamais bon signe quand la police revenait si vite.
J'arrive. Descente des 3 étages. Chaque marche pesait une tonne. Dans le hall, les 2 mêmes agents attendaient. Capitaine Moreau. Brigadier Petit. Mais leurs visages étaient différents. Plus sérieux, plus fermés. Pourrons-nous parler quelque part en privé? On peut monter chez moi. Retour dans l'appartement. Même configuration que la veille. Eux sur le canapé. Elle sur le fauteuil. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'était pas là pour prendre une déposition. Le capitaine Moreau sortit un petit carnet, l'ouvrit à une page marquée. Madame Leroux, nous avons reçu une plainte vous concernant ce matin. Les mots flottèrent dans l'air. Irréel. Oui, déposé par monsieur Julien Vasseur, votre ex-compagnon, pour harcèlement, menace et violation de domicile. Violation de domicile. Les mots n'avaient aucun sens. Quoi? Mais c'est lui qui est venu chez moi. C'est lui qui a frappé à ma porte. Vous étiez là. Vous avez vu. Nous avons vu un homme sur votre palier, effectivement. Mais selon sa version, il n'était pas là pour vous harceler. Il était là pour vous demander d'arrêter de le harceler lui. Le monde bascula légèrement. Comme si le sol n'était plus stable. C'est absurde. Complètement absurde. Je ne l'ai pas contacté une seule fois en 6 mois. Pas un message. Pas un appel. Rien. Le brigadier Petit sortit son téléphone, fit défiler quelque chose, puis le tourna vers elle. L'écran montrait des captures d'écran. Des messages, beaucoup de messages, envoyés d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais adressés au numéro de Julien. Je pense encore à toi. Tu me manques tellement. Pourquoi tu ne réponds pas? S'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer. Je sais que tu es avec elle, mais je sais que tu penses encore à moi. On était bien ensemble. Tu ne peux pas l'avoir oubliée. Elle ne te comprendra jamais comme je te comprenais. Reviens, s'il te plaît. Reviens. Des dizaines de messages. Tous datés des 3 dernières semaines. Tous désespérés. Suppliants, pathétiques. Ce n'est pas moi. J'ai jamais envoyé ces messages. Le numéro d'où ils proviennent est enregistré à votre nom. C'est impossible. Mon numéro, c'est le... Elle sortit son téléphone, vérifia. Son numéro habituel. Celui qu'elle avait depuis des années. Regardez, c'est mon numéro, pas celui-là. Le capitaine Moreau hocha la tête lentement. Il existe des applications qui permettent d'avoir plusieurs numéros sur le même téléphone, ou d'envoyer des messages depuis un ordinateur en masquant le véritable numéro d'origine, ou simplement d'acheter une carte SIM prépayée. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Pourquoi je ferais ça? C'est la question que nous nous posons également. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Le ton était neutre, professionnel, mais sous-entendu clair. Soit c'était elle, soit quelqu'un voulait lui faire croire que c'était elle. Il y a autre chose. Le capitaine tourna une page de son carnet. Monsieur Vasseur nous a fourni des relevés de géolocalisation. Des captures d'écran de son application de sécurité qui montrent qu'une personne s'est trouvée à proximité immédiate de son domicile à plusieurs reprises ces dernières semaines. Toujours aux mêmes heures. Toujours le soir. Entre 20h et 22h. Je ne sais même pas où il habite. 47 rue de la Fontaine. 15e arrondissement. Cela vous dit quelque chose? Rue de la Fontaine. Non, aucun souvenir. Aucune raison d'aller là-bas. Non. Jamais été dans cette rue. Avez-vous un moyen de le prouver? Des témoins? Des alibis pour ces dates? Le brigadier Petit lut une liste. Date, heure, précise. Le 2 novembre, 20h15. Le 8 novembre, 21h30. Le 15 novembre, 20h45. Le 22 novembre, 20h10. Et hier, 27 novembre, 21h50. Hier soir, 21h50. 10 minutes avant que Julien arrive à sa porte. Hier soir, j'étais ici, chez moi, seul. Je lisais, je me préparais à me coucher. Et puis, il est arrivé. À minuit pile. Seul, donc pas de témoin. Non, mais vous pouvez vérifier mon téléphone. La géolocalisation, elle montrera que j'étais ici. Si vous n'avez pas désactivé la fonction, ou laissé votre téléphone ici pendant que vous sortiez. Chaque réponse était un piège. Chaque explication se retournait contre elle. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Quelqu'un essaye de me faire passer pour une harceleuse. Quelqu'un envoie ses messages. Quelqu'un va devant chez lui. Mais ce n'est pas moi.
Qui alors? Je ne sais pas, peut-être lui. Pour se créer des preuves, pour me faire accuser. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas. Pour se venger? Je ne sais pas. Le capitaine Moreau referma son carnet. Madame Leroux, nous devons suivre la procédure. Une plainte a été déposée. Des preuves ont été fournies. Nous allons devoir enquêter. Cela signifie que nous pourrions avoir besoin de saisir votre téléphone, votre ordinateur. Vérifier vos déplacements. C'est la procédure standard. Prenez tout ce que vous voulez. Vous ne trouverez rien. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Bien. Pour le moment, c'est juste un avertissement. Mais je dois vous demander formellement de ne plus approcher M. Vasseur, de ne plus le contacter, de ne plus aller près de son domicile. Sinon, les conséquences pourraient être graves. Garde à vue, comparution, possibilité d'une condamnation. Comprenez-vous? Je comprends, mais je n'ai rien fait. Nous verrons ce que l'enquête révélera. Ils se levèrent, se dirigèrent vers la porte, puis le capitaine Moreau se retourna une dernière fois. Un conseil, madame, si vous dites la vérité, si quelqu'un vous fait porter le chapeau, trouvez des preuves, rapidement, parce que pour le moment, tout pointe vers vous. Ils partirent, la porte se referma, et le silence retomba, plus lourd qu'avant, plus oppressant, assis sur le canapé, tête dans les mains, essayant de comprendre, de reconstituer, de trouver la logique. Julia avait tout planifié, pendant des semaines, les messages, les passages devant chez lui, les preuves, tout, pour la faire accuser, pour la détruire, comme elle l'avait refusé hier soir, comme elle avait appelé la police au lieu de le laisser entrer. Mais pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Par vengeance? Par méchanceté pure? Par folie? Ou peut-être que ce qu'il avait dit était vrai, qu'Élodie était vraiment violente, dangereuse, et qu'il avait besoin d'une porte de sortie, d'une excuse, d'un bouc émissaire. Si Élodie le frappait, s'il voulait partir, il lui fallait une raison valable, une justification. Et quoi de mieux que de dire « ma ex me harcèle, ma ex me traque, je dois aller la confronter, je dois régler ça ». Et si Élodie découvrait qu'il était venu ici, il pouvait dire « je n'avais pas le choix ». Elle me harcelait, je devais lui dire d'arrêter. Regarde, j'ai même porté plainte, j'ai même prévenu la police. Couverture parfaite, manipulation parfaite. Le téléphone vibra, message, numéro de Julien cette fois, son vrai numéro. J'espère que les flics ont été clairs. Laisse-moi tranquille. Arrête de m'envoyer des messages. Arrête de passer devant chez moi. Arrête de m'appeler. Ou la prochaine fois sera plus grave, beaucoup plus grave. Les doigts tapèrent rapidement. Tu sais très bien que ce n'est pas moi. T'as tout inventé. Tous ces messages, toutes ces preuves. C'est toi, pour me faire accuser. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Réponse immédiate. T'as humilié, hier soir, devant Élodie. Elle sait maintenant que je suis venu te voir. Elle sait que je t'ai supplié. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Alors oui, je vais te détruire, comme tu m'as détruit, œil pour œil. Tu comprends? Donc c'était ça? Vengeance pure. Parce qu'elle n'avait pas ouvert la porte. Parce qu'elle avait appelé la police. Parce qu'elle lui avait fait perdre la face. Ne me contacte plus, plus jamais. Ou c'est moi qui porte plainte. Pour harcèlement, pour menace, pour tout. Dernier message de lui. Essaie, on verra qui les flics croient. L'homme battu qui demande juste qu'on le laisse en paix, ou la ex-aigrie qui ne supporte pas d'avoir été quittée. À ton avis? Puis plus rien. Silence. Fin de conversation. Mais pas fin du cauchemar. Juste le début. Les jours suivants furent un enfer. Chaque matin, vérification compulsive du téléphone. Nouveaux messages, nouveaux appels, nouvelles photos. Chaque trajet, regard constant derrière. Est-ce qu'il suivait? Est-ce qu'elle était surveillée? Chaque soir, inspection de l'appartement, vérification des serrures, des fenêtres. Sommeil impossible sans avoir tout vérifié 3 fois. Au bureau, concentration zéro. Erreur dans les dossiers. Retard dans les rendus. Marine avait remarqué. Ça va vraiment pas. Tu devrais voir un médecin. Prendre quelques jours. Impossible. Prendre des jours, c'était rester à l'appartement. Seul, vulnérable. Au moins au bureau, il y avait du monde. Des témoins. Une forme de sécurité. Le 5e jour après la visite de la police. Nouveau message. Numéro inconnu. Encore différent. Une vidéo cette fois. Courte, 10 secondes. Filmée de loin. Avec un zoom.
Elle, sortant de son immeuble. Ce matin même, à 8h15, manteau noir, sac à main marron, cheveux attachés. Elle était filmée, surveillée, documentée. Panique, vraie panique. Pas la peur abstraite, la terreur concrète. Appel immédiat au capitaine Moreau. Messagerie, message laissé. Voix tremblante, presque hystérique. Il me surveille, il me filme. J'ai besoin d'aide. Rappel 2 heures plus tard. Madame Leroux, j'ai écouté votre message. Pouvez-vous m'envoyer cette vidéo? Envoi immédiat. Je la reçois. Laissez-moi regarder. Silence. Longue minute. Madame, cette vidéo a été filmée depuis la rue. Espace public. Techniquement, ce n'est pas illégal de filmer quelqu'un dans l'espace public. Et nous ne pouvons pas déterminer avec certitude qui l'a filmé. Cela pourrait être n'importe qui. C'est lui. Je sais que c'est lui. Vous le savez comment? Parce que qui d'autre? Qui d'autre me filmerait? Me suivrait? Je comprends votre inquiétude. Mais sans preuve formelle, nous ne pouvons rien faire. Mon conseil, continuez à documenter. Gardez tout. Et si vous le voyez, si vous avez une preuve directe, appelez-nous immédiatement. Donc je dois attendre qu'il fasse quelque chose de pire? C'est ça? Attendre qu'il passe à l'acte? Madame, je suis désolé. Mais c'est comme ça que fonctionne la loi. Nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un sur des suppositions. Fin de l'appel. Aucune aide, aucune protection. Seul face au danger. Le soir même. Décision prise. Il fallait comprendre. Il fallait savoir. Il fallait trouver la vérité. Recherche Internet. Julien Vasseur. Mercier et Associés. LinkedIn. Facebook. Instagram. Tout. Le profil LinkedIn était public. Photo professionnelle. Sourire confiant. Directeur de compte senior. Toujours chez Mercier et Associés. Rien d'anormal. Facebook. Profil privé. Impossible de voir. Sauf la photo de profil. Lui et une femme. Blonde. Jolie. Lunettes. Sourire éclatant. Élodie probablement. Photo prise il y a 4 mois selon la date. Ils avaient l'air heureux. Vraiment heureux. Instagram. Même chose. Profil privé. Mais quelques photos publiques. Paysage. Restaurant. Un chien. Pas de photo d'Élodie. Étrange. Recherche sur Élodie. Nom de famille inconnu. Impossible de chercher efficacement. Retour sur LinkedIn. Recherche employé Mercier et Associés. Filtre. Femme. Prénom commençant par E. 3 Élodie. Élodie Martin. Élodie Rousseau. Élodie Blanchard. Consultation des profils. Élodie Martin. 52 ans. Directrice administrative. Peu probable. Élodie Rousseau. 28 ans. Chargée de communication. Photo correspondant à celle du Facebook de Julien. Cheveux blonds. Lunettes. C'était elle. Profil détaillé. Formation en communication. Sciences Po. Master en marketing digital. Chez Mercier et Associés depuis 3 ans. Avant ça, stage chez LVMH. Parcours brillant. Recommandations sur le profil. Collègue qui louait son professionnalisme, sa créativité, son esprit d'équipe. Rien qui suggérait violence, instabilité, danger. Mais les apparences. Les apparences étaient souvent trompeuses. Décisions folles, irrationnelles, dangereuses. Il fallait lui parler. À Élodie, face à face. Comprendre qui elle était vraiment. Savoir si Julien disait la vérité. Si elle était violente. Ou si tout n'était que manipulation. Le lendemain, jeudi, pause déjeuner prolongée. Prétexte de rendez-vous médical. Trajet jusqu'à l'avenue Montaigne. Bureau de Mercier et Associés. Immeuble moderne. Verre et acier. 7e étage. Hall d'entrée. Réceptionniste souriante. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je viens voir Élodie Rousseau. J'ai rendez-vous. Mensonge, mais nécessaire. Votre nom, s'il vous plaît? Claire Fontaine. Faux nom, improvisé. La réceptionniste composa un numéro, attendit. Élodie, j'ai une Madame Fontaine qui dit avoir rendez-vous avec vous. Pause, écoute. D'accord, je lui dis. Elle raccrocha. Sourire gêné. Madame Rousseau dit qu'elle n'a pas de rendez-vous avec vous dans son agenda. Y a-t-il eu une erreur? Peut-être. Puis-je monter quand même? C'est très rapide. 5 minutes, c'est important. Je suis désolé, mais sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser monter. Politique de sécurité. Vous comprenez. Impasse. Il fallait une autre approche. Pouvez-vous lui dire que c'est au sujet de Julien Vasseur? Elle comprendra. La réceptionniste hésita, puis recomposa le numéro. Élodie, la personne dit que c'est au sujet de Julien Vasseur.
Elle insiste pour vous voir. Longue pause, plus longue que la première fois. D'accord, je lui transmets. Elle raccrocha. Visage neutre, mais regard légèrement mal à l'aise. Madame Rousseau descend. Elle vous recevra dans le hall. Quelques minutes. Merci. Attente, interminable. 5 minutes, 10 minutes. Le cœur battait de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'allait-elle dire? L'ascenseur s'ouvrit. Une femme en sortit. Blonde, lunettes, tailleur bleu marine, talons hauts. Allure professionnelle, confiante. Élodie. Elle balaya le hall du regard, s'arrêta sur elle, s'approcha, visage fermé. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la sécurité. Voix calme, posée, mais ferme, très ferme. J'étais la compagne de Julien. Avant vous, il est venu me voir, il a dit des choses, et je voulais juste comprendre. Le visage d'Élodie changea. Surprise d'abord, puis quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Vous êtes celle qui le harcèle. Non, non, ce n'est pas moi. C'est lui qui... Il m'a tout raconté. Les messages, les passages devant notre appartement, les appels. Il m'a montré les preuves. J'ai même vu la plainte qu'il a déposée. Alors je ne sais pas ce que vous cherchez en venant ici, mais vous devriez partir, avant que les choses empirent. Il ment. Il a tout inventé. Ces messages, ces passages. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il me manipule. Il vous manipule aussi probablement. Élodie secoua la tête lentement, presque avec compassion. Écoutez, je comprends que c'est dur, être quitté, voir son ex refaire sa vie. Mais vous devez accepter et passer à autre chose. Julien et moi sommes heureux ensemble. Nous construisons quelque chose. Et vous, vous devez faire pareil, construire votre vie, sans lui. Il m'a dit que vous étiez violente, qu'il avait peur de vous, qu'il avait des bleus, des coupures. Le visage d'Élodie se durcit instantanément. C'est absolument faux. Je n'ai jamais levé la main sur lui. Jamais. Et le fait que vous osiez insinuer ça, c'est grave. Vraiment grave. Elle fit un pas en arrière, sortit son téléphone. Je vais prendre une photo pour documenter que vous êtes venu ici, me harceler sur mon lieu de travail. Et je vais l'envoyer à la police, avec une plainte, pour harcèlement. Comme ça, vous aurez 2 plaintes. Pas une, 2. Elle leva son téléphone, prit la photo. Clic. Maintenant partez, avant que j'appelle la sécurité. Pas le choix. Demi-tour, sortie rapide, cœur qui explosait, mains qui tremblaient, dehors, sur le trottoir, jambes qui vacillaient, et fallut s'appuyer contre un mur. Tout était foutu, absolument tout. Élodie allait porter plainte. 2 plaintes, les preuves s'accumulaient. Contre elle, toutes contre elle, et elle n'avait rien. Aucune preuve de son innocence. Aucune preuve que Julien mentait, aucune preuve qu'il manipulait. Juste sa parole. Contre la sienne, contre celle d'Élodie, contre les messages, contre les géolocalisations, contre les photos, contre tout. Le téléphone sonna. Numéro de Julien. Elle décrocha, sans réfléchir. Tu es vraiment stupide, tu sais ça? Aller voir Élodie à son travail? Sérieusement? Tu viens de te mettre dans une merde encore plus profonde. Elle est furieuse, vraiment furieuse. Et moi aussi d'ailleurs. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas recevoir une convocation de la police. Pour les 2 plaintes. La mienne et la sienne. Et cette fois, il n'y aura pas d'avertissement. Cette fois, tu vas passer en garde à vue. Et après, procès, condamnation, casier judiciaire. Tout. Est-ce que tu comprends l'ampleur de ce que tu viens de faire? Julien, s'il te plaît, arrête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Silence. Puis il continua. Voix différente. Plus froide, plus calme, plus terrifiante. Parce que je peux, tout simplement. Parce que je peux te détruire et que personne ne me croira si tu dis que c'est moi. Tu comprends? Je suis la victime. Toi, tu es la harceleuse. Et peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu feras, personne ne te croira. Personne. Il raccrocha. Et dans le silence qui suivit, une certitude s'installa. Il avait raison. La convocation arriva 3 jours plus tard. Enveloppe officielle. Tampon de la police. Convocation au commissariat du 15e arrondissement. Mardi 5 décembre. 9 heures. Pour audition dans le cadre de 2 plaintes déposées contre elle. 2 plaintes. Julien Vasseur. Élodie Rousseau. Harcèlement. Menaces. Violation de vie privée. Il fallait un avocat. Pas le choix. Appel à Maître Fontaine. Confrère du cabinet. Spécialiste en droit pénal. Rendez-vous pris le soir même. Bureau sobre. Bibliothèque juridique. Odeur de café froid et de papier. Maître Fontaine. 50 ans. Cheveux gris.
lunettes sur le bout du nez, visage fatigué de celui qui a tout vu. Elle raconta tout, depuis le début, la rupture, les 6 mois de silence, la visite nocturne, les messages qu'elle n'avait pas envoyés, les géolocalisations impossibles, la vidéo, la visite chez Elodie. Tout, il écouta, sans l'interrompre, prenait des notes, hochait la tête parfois. Quand elle termina, il posa son stylo, enleva ses lunettes, se massa l'arête du nez. C'est compliqué, je sais. Non, vous ne comprenez pas à quel point c'est compliqué. Ils ont des preuves tangibles. Messages, géolocalisation, témoignages, photos, vidéos de votre visite sur le lieu de travail de Madame Rousseau. Vous avez votre parole et une théorie de manipulation qui, je dois être honnête, semble difficile à prouver. Mais je n'ai rien fait, je le jure. Sur tout ce que j'ai, je n'ai rien fait. Je vous crois. Mais ce n'est pas ce que je crois qui compte. C'est ce qu'un juge croira. Et actuellement, toutes les preuves sont contre vous. Silence lourd. Qu'est-ce que je dois faire? À l'audition, dire la vérité, calmement, factuellement, sans émotion excessive. Expliquer votre version. Et surtout, ne pas mentir. Jamais. Parce que s'il découvre un seul mensonge, même petit, même insignifiant, toute votre version s'effondre. Et après? Après, cela dépend. Ils peuvent classer sans suite si votre témoignage est convaincant. Ils peuvent vous placer sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact. Ou, pire, ils peuvent vous placer en garde à vue si les charges sont suffisamment graves. Et là, procès, potentiellement condamnation. Le mot flotta, condamnation, casier judiciaire, pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Il doit y avoir quelque chose, un moyen de prouver que ce n'est pas moi, que c'est lui, que tout est fabriqué. Il y en a un. Trouvez la source. Trouvez comment il a créé ces fausses preuves. Trouvez le téléphone, l'ordinateur, l'application. Quelque chose de concret qui montre qu'il est l'auteur de ces messages. Pas vous. Comment? C'est votre problème. Moi, je suis là pour la défense juridique, pas pour l'enquête. Mais si vous trouvez quelque chose, n'importe quoi, appelez-moi immédiatement. Elle quitta le cabinet, tête lourde, estomac noué. 4 jours. 4 jours avant l'audition. 4 jours pour trouver une preuve. Une seule, qui pourrait tout changer. Mais comment? Elle ne pouvait pas approcher Julien. Elle ne pouvait pas approcher Elodie. Elle ne pouvait pas entrer chez eux. Elle ne pouvait rien faire sans risquer d'aggraver son cas. Sauf qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait Julien, qui avait travaillé avec lui, qui savait peut-être des choses. Retour sur LinkedIn. Recherche des collègues de Julien chez Mercier et Associés. Liste longue, trop longue. Impossible de tous les contacter. Filtre, anciens collègues. Ceux qui avaient quitté l'entreprise. Ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Plus de loyauté obligatoire. 3 noms. Thomas Girard, parti il y a 8 mois. Sarah Lemoine, parti il y a 5 mois. Marc Durand, parti il y a 2 mois. 8 mois, 5 mois, 2 mois. Moment clé peut-être. Moment où ils avaient vu quelque chose. Suit quelque chose. Message LinkedIn. À tous les 3. Même texte. Court. Direct. Bonjour. Je m'appelle Claire. J'ai un problème avec un ancien collègue à vous. Julien Vasseur. J'aimerais vous parler si possible. C'est important. Urgent. Merci. Envoi. Attente. Angoissante. Interminable. Le lendemain matin. Une réponse. Sarah Lemoine. Bonjour Claire. Votre message m'intrigue. Et m'inquiète aussi. Julien et moi avons eu des problèmes quand je travaillais encore là-bas. Je peux vous appeler? Donnez-moi votre numéro. Numéro envoyé immédiatement. Appel reçu 15 minutes plus tard. Allô? Claire? C'est Sarah. Alors, que se passe-t-il avec Julien? Voix jeune, dynamique, mais avec une pointe de méfiance. Il me harcèle. Enfin, non. Il fait croire que c'est moi qui le harcèle. Il a fabriqué des preuves, des messages que je n'ai jamais envoyés, des géolocalisations qui montrent que j'étais devant chez lui alors que je n'y étais pas. Il a porté plainte. Et je ne sais pas comment prouver que c'est faux. Silence. Long silence. Mon Dieu. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a fait exactement la même chose avec moi. Le cœur s'arrêta. Quoi? Julien. Il m'a fait la même chose. Il y a 1 an. Nous avions eu une aventure. Brève. Très brève. 2 mois maximum. Puis j'ai voulu rompre. Parce que je m'étais rendu compte qu'il était avec quelqu'un d'autre. Qu'il me mentait. Et là, tout a dégénéré. Il a commencé à dire que j'étais obsédé par lui. Que je le harcelais. Que j'envoyais des messages. Que je passais devant chez lui. Il a même montré des captures d'écran à notre manager, pour me faire virer. Les mains tremblaient en tenant le téléphone.
Et c'était vrai? Ces messages? Ces passages? Bien sûr que non. Je n'avais rien fait. Mais il avait des preuves. De vrais messages. Avec mon nom. Mon numéro. Enfin, un numéro qui ressemblait au mien. Et personne ne me croyait. Tout le monde croyait Julien. Le gentil Julien. Le professionnel Julien. Pas la folle Sarah qui ne supportait pas d'être larguée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été mise en arrêt maladie. Dépression. Burn-out. Puis j'ai démissionné. Parce que je ne pouvais plus supporter l'ambiance, les regards, les murmures. Tout le monde pensait que j'étais une harceleuse, une psychopathe. Il a porté plainte contre vous? Non. Étrangement non. Il m'a juste détruite professionnellement. Puis il est passé à autre chose. Comme si je n'avais jamais existé. Sarah, comment il a fait? Comment il a créé ces faux messages? Ces fausses preuves? Je ne sais pas exactement, mais j'ai fait des recherches après. Il existe des applications, des sites web, qui permettent de créer de faux messages, de faux profils, de fausses géolocalisations. Si vous savez comment faire, si vous êtes un minimum technique, c'est assez simple. Vous avez des preuves de ça? Quelque chose qui montre que c'est ce qu'il a fait? Non. J'aurais aimé, mais je n'ai rien trouvé. Et maintenant, 1 an après, c'est trop tard. Tout est effacé. Oublié. Le cœur se serra. Même schéma, même méthode, mais aucune preuve. Sarah, accepteriez-vous de témoigner, de raconter ce qui vous est arrivé, à la police, devant un juge? Silence. Très long silence. Je ne sais pas. Cela voudrait dire revenir là-dessus, rouvrir les blessures, affronter Julien. Et je ne suis pas sûr d'être assez forte. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vais perdre tout. Mon travail, ma réputation, ma vie. Si quelqu'un peut m'aider, c'est vous. Vous qui savez. Vous qui avez vécu la même chose. Laissez-moi réfléchir. Je vous rappelle. Elle raccrocha. Espoir. Fragile. Ténu. Mais présent. Un témoin, quelqu'un qui avait vécu la même chose. Qui pouvait confirmer le schéma? Le mode opératoire? Qui pouvait semer le doute? Mais serait suffisant? Un témoignage d'une autre victime présumée? Sans preuve matérielle? L'après-midi passa lentement. Pas de rappel de Sarah. Angoisse montante. Puis, à 18h, nouveau message LinkedIn. Marc Durand cette fois. Votre message m'interpelle. Je ne connais pas bien Julien, mais j'ai des infos sur Élodie qui pourraient vous intéresser. On peut se voir? Élodie, pas Julien. Élodie, réponse immédiate. Oui. Quand? Où? Café près de la gare Montparnasse. Demain, 19h. Rendez-vous pris. Le lendemain soir. Arrivée en avance. Installation au fond du café. Vue sur l'entrée. Café commandé. Jamais bu. Trop nerveuse. 19h10. Un homme entra. Trentaine. Costume décontracté. Cheveux bruns. Regard intelligent. Il balaya la salle. La vie. S'approcha. Claire? Marc? Oui, désolé pour le retard. Métro bloqué. Il s'assit. Commanda un thé. Attendit que le serveur parte. Alors, vous avez des problèmes avec Julien et Élodie? Surtout avec Julien. Élodie est plutôt sa complice maintenant. Elle m'accuse de harcèlement aussi. Ce qui ne m'étonne pas. Pourquoi? Marc sortit son téléphone, chercha quelque chose, puis le tourna vers elle. L'écran montrait une photo. Ancienne. Quelques années visiblement. Une femme. Brune. Jolie. Visage tumétier. Bleu sur la joue. Lèvres fendues. Regard vide. Qui est-ce? Charlotte. Mon ex. Enfin, l'ex d'Élodie en fait. Les mots mirent du temps à s'organiser dans le cerveau. Pardon? Élodie, avant d'être avec Julien. Elle était avec Charlotte. 3 ans. Relation toxique. Violente. Très violente. A fini à l'hôpital 2 fois. Côte cassée. Commotion cérébrale. Tout. Le sang se glaça. Élodie a fait ça? Oui. Mais officiellement non. Parce qu'elle n'a jamais été condamnée. Charlotte n'a jamais porté plainte. Trop peur. Trop manipulée. Trop détruite psychologiquement. Comment vous savez tout ça? Parce que Charlotte est ma cousine et que j'ai tout vu. J'ai essayé de l'aider, de la convaincre de partir, de porter plainte. Mais elle refusait. Disait qu'elle aimait Élodie, que c'était sa faute à elle, qu'elle provoquait. Le cycle classique des victimes de violences conjugales. Où est Charlotte maintenant? En thérapie, depuis 2 ans. Elle va mieux, lentement, mais elle va mieux, et elle a accepté de témoigner. Si nécessaire. Contre Élodie. Pièce du puzzle. Énorme. Cruciale. Si Élodie était violente, si Charlotte pouvait témoigner, si Julien avait effectivement des marques de coups, alors peut-être que son histoire était vraie. Partiellement du moins. Marc?
Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous m'aidez? Parce que quand j'ai vu votre message, j'ai compris. Élodie recommence. Avec quelqu'un d'autre. Avec Julien. Et si elle recommence, elle doit être arrêtée. Cette fois. Vraiment arrêtée. Mais pourquoi Julien fait ça à moi alors? Si c'est Élodie le problème? Pourquoi me harceler, me détruire? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle le manipule. Peut-être qu'il essaie de s'échapper et qu'elle l'en empêche. Peut-être qu'ils sont tous les deux toxiques et qu'ils se nourrissent mutuellement. Je ne connais pas assez Julien pour dire. La tête tournait. Trop d'informations. Trop de versions contradictoires. Trop de zones d'ombre. J'ai besoin de preuves. De vraies preuves. Pas juste des témoignages. Quelque chose de concret qui montre que Julien m'a piégé. Que c'est lui qui a envoyé ces messages. Ses autos. Tout. Charlotte a peut-être quelque chose. Des emails d'Élodie où elle parle de manipulation. De stratégie pour isoler les gens. Faire croire qu'ils sont fous. Elle gardait tout. Par sécurité. Au cas où. Je peux la rencontrer? Je vais lui demander. Mais elle est fragile. Très fragile. Parler d'Élodie la replonge. Alors il faudrait être délicate. Je serai délicate. Promis. Marc hocha la tête. Finit son thé. Je vous recontacte demain. Avec une réponse. Il partit. Elle resta assise, longtemps, essayant de tout assembler, de comprendre. Julien la manipulait. Créait de fausses preuves. Comme il l'avait fait avec Sarah. Mais Élodie aussi était toxique. Violente, même. Comme elle l'avait été avec Charlotte. Alors qui manipulait qui? Julien manipulait-il Élodie? Élodie manipulait-elle Julien? Ou les deux se manipulaient-ils mutuellement dans un jeu malsain dont elle était devenue le pion? Le lendemain, message de Marc. Charlotte accepte de vous voir. Aujourd'hui, 15 heures, chez elle. Je vous envoie l'adresse. Adresse reçue. Quartier calme. Banlieue ouest. Petit pavillon discret. Arrivée à l'heure. Sonnette. Porte qui s'ouvre. Charlotte apparaît. Différente de la photo. Plus âgée. Plus fatiguée. Mais vivante. Les yeux avaient retrouvé une lueur. Petite. Fragile. Mais présente. Entrée. Intérieur sobre. Lumineux. Plantes vertes partout. Comme si elle essayait de faire pousser la vie autour d'elle. Installation dans le salon. Thé servi. Silence d'abord. Puis Charlotte parla. Marc m'a expliqué votre situation avec Julien et Élodie. Et je sais ce que c'est. D'être piégé, manipulé, isolé, de voir tout le monde croire l'autre version. Jamais la vôtre. Comment elle faisait? Élodie, comment elle vous manipulait? Au début, c'était subtil. Elle me faisait douter de mes souvenirs, de mes perceptions. Je disais quelque chose. Elle disait que je n'avais jamais dit ça. Je me souvenais d'un événement. Elle disait qu'il ne s'était jamais passé. Gaslighting, c'est le terme. Faire croire à quelqu'un qu'il est fou. Et ensuite elle m'isolait, un par un. Mes amis, ma famille. Elle trouvait toujours une raison pour que je les voie moi, qu'ils étaient toxiques, qu'ils ne comprenaient pas notre relation, qu'ils me voulaient du mal. Et moi, idiote que j'étais, je la croyais. Je me coupais de tout le monde, pour elle. Et la violence? Charlotte baissa les yeux, mains qui tremblaient légèrement sur la tasse de thé. La première fois, c'était un accident, soi-disant. Elle avait lancé une assiette, qui m'avait coupé le front. Elle s'était excusée, pleuré, juré que ça n'arriverait plus. Puis la deuxième fois, c'était parce que j'avais provoqué. Selon elle, j'avais dit quelque chose de blessant. Elle avait juste réagi, et moi, je m'excusais. Encore et encore, comme si c'était ma faute. Combien de temps ça a duré? 3 ans. 3 ans d'enfer. Jusqu'à ce que Marc intervienne. Jusqu'à ce qu'il me sorte de là. Littéralement. Il est venu, m'a emmené, m'a mise en sécurité. Sans lui, je serais peut-être morte maintenant. Silence pesant. Charlotte, Marc a dit que vous aviez gardé des choses, des emails, des messages, qui montraient comment Élodie manipulait. Charlotte hocha la tête, se leva, quitta la pièce, revint avec une boîte. Carton simple, rempli de papier, d'impressions d'emails, de captures d'écran. Tout est là. 3 ans de manipulation, documenté. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais prenez ce dont vous avez besoin. Les mains tremblèrent en ouvrant la boîte. Les premiers documents montraient des emails. D'Élodie à Charlotte. Ton bout d'abord, puis de plus en plus contrôlant, de plus en plus agressif. Puis, des captures d'écran de messages. Des menaces à peine voilées, des insultes, des accusations. Puis, au fond de la boîte, un email particulier, envoyé par Élodie à une amie commune, datant d'il y a 4 ans. Le texte disait « Charlotte commence à me soupçonner. Elle pose trop de questions.
Je vais devoir être plus prudente. Ou peut-être créer des situations qui la font douter d'elle-même. Tu sais, comme on en avait parlé, faire croire qu'elle imagine des choses, qu'elle est paranoïaque, c'est plus facile que d'avouer la vérité. Et puis franchement, elle est tellement faible, tellement manipulable. C'est presque trop facile. Les mots étaient là, noir sur blanc, preuve de manipulation consciente, volontaire, calculée. Je peux prendre ça, en faire des copies? Prenez tout. Je n'en ai plus besoin. J'ai tourné la page. Enfin, j'essaie. Photos de chaque document, un par un, méthodiquement, tout documenté, tout sauvegardé. Puis, au moment de partir, Charlotte ajouta quelque chose. Vous savez, Élodie m'a détruite. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elle n'a jamais été punie. Elle continue sa vie, avec Julien maintenant. Et elle recommence probablement. Parce que les gens comme elle ne changent jamais. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. Je vais faire en sorte qu'elle réponde de ses actes, promis. Charlotte sourit faiblement. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Retour chez elle. Documents étalés sur la table. Téléphone en main. Appel à Maître Fontaine. J'ai quelque chose, des preuves, enfin, des témoignages, et des documents qui montrent qu'Élodie est violente et manipulatrice. Envoyez-moi tout. Je regarde. Envoi immédiat de toutes les photos, tous les documents, toutes les captures d'écran. Attente de 15 minutes. Puis rappel. C'est bien, très bien même. Cela établit un schéma de comportement toxique chez Élodie Rousseau. Si nous pouvons prouver qu'elle manipule aussi Julien Vasseur, que c'est elle qui tire les ficelles, alors votre version devient beaucoup plus crédible. Comment on prouve ça? Il faudrait que Julien témoigne, ou que nous trouvions des preuves directes, messages entre eux, email, quelque chose qui montre qu'elle lui dit quoi faire. Comment vous piéger? Impossible. Julien ne témoignerait jamais contre Élodie. Et accéder à leurs messages, à leurs emails, c'était illégal, impossible, à moins que Julien lui-même fasse une erreur. Laisse échapper quelque chose, révèle la vérité sans s'en rendre compte. Idée folle, dangereuse, potentiellement désastreuse, mais peut-être la seule option. Message envoyé à Julien, de son vrai numéro cette fois. Tu as gagné, je ne vais plus me battre. Je vais dire à la police que j'ai fait de dépression, que j'étais obsédé, que j'ai besoin d'aide. Tu peux arrêter maintenant. S'il te plaît. Laisse-moi juste en paix. Réponse quasi immédiate. Trop tard. Le mal est fait. Tu aurais dû accepter de m'aider quand je te l'ai demandé. Maintenant, tu vas payer. Jusqu'au bout. Nouvelle tentative. Julia, s'il te plaît. Je sais qu'Élodie te contrôle. Je sais qu'elle est violente. J'ai vu les marques sur ton visage. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux partir. Te libérer. Silence. Long silence. Puis, tu ne sais rien. Absolument rien. Élodie même. Elle me protège. Pas comme toi. Toi, tu m'as abandonné. Toi, tu m'as humilié. Alors oui, elle a raison. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Elle a raison. Confirmation. Élodie dirigeait. Élodie décidait. Élodie manipulait. Un dernier message. Si tu changes d'avis, si tu veux de l'aide, je suis là. Malgré tout ce que tu m'as fait, je suis là. Pas de réponse cette fois. Mardi, 5 décembre, 9 heures. Commissariat du 15e arrondissement. Maître Fontaine l'attendait devant l'entrée. Costume sombre, mallette en cuir, visage professionnel. Prête? Aussi prête que possible. Souvenez-vous, calme, factuel, honnête, ne vous laissez pas déstabiliser. Et si vous ne savez pas répondre à une question, dites-le. Ne mentez jamais. Entrez dans le commissariat. Accueil. Déclaration de présence. Attente dans une salle froide. Mur gris. Chaise inconfortable. Horloge murale qui égrenait les secondes. 10 heures. Appel de son nom. Suivre l'agent dans un couloir. Bureau au fond. Capitaine Moreau déjà installé. Brigadier Petit aussi. Et une troisième personne. Femme. Quarantaine. Tailleur strict. Badge qui indiquait commandant Dubois. Installation. Maître Fontaine à ses côtés. Enregistrement lancé. Procédure formelle commencée. Le commandant Dubois prit la parole. Madame Lehoux, vous êtes ici dans le cadre de 2 plaintes déposées contre vous. L'une par monsieur Julien Vasseur, l'autre par madame Élodie Rousseau. Toutes 2 pour harcèlement. Comprenez-vous la gravité de la situation? Oui, commandant. Bien, nous allons vous poser des questions. Vous avez le droit de ne pas répondre. Vous avez le droit d'être assisté par votre avocat. Vous comprenez? Oui. Les questions commencèrent, méthodiques, précises.
les messages, les géolocalisations, la visite chez Elodie. Chaque élément de la plainte disséqué, analysé. Elle répondit, calmement, comme Maître Fontaine l'avait conseillé, expliquant sa version, son innocence, la manipulation présumée. Puis, Maître Fontaine intervint. Commandant, ma cliente souhaite porter à votre connaissance des éléments nouveaux concernant Madame Rousseau. Il sortit les documents, les témoignages de Sarah, de Charlotte, les emails, les photos, tout. Le commandant Dubois prit les documents, les parcourut, visage impassible, puis leva les yeux. Ces éléments sont troublants, mais ils concernent Madame Rousseau, pas Monsieur Vasseur, et ce sont principalement des témoignages, pas des preuves matérielles directes. Certes, mais ils établissent un schéma. Madame Rousseau a des antécédents de violence et de manipulation. Il est plausible qu'elle manipule également Monsieur Vasseur, qu'elle l'utilise pour harceler ma cliente. C'est une théorie, intéressante, mais une théorie n'est pas une preuve. Impasse, encore, toujours. Puis le téléphone du commandant Dubois sonna. Elle regarda l'écran, fronça les sourcils. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel. » Elle sortit, revint 5 minutes plus tard. Visage différent, plus tendu. « Madame Leroux, nous avons reçu un appel de Monsieur Vasseur. Il souhaite retirer sa plainte. » Le monde s'arrêta. « Quoi ? Il vient de nous appeler. Il dit qu'il s'est trompé, qu'il a mal interprété la situation, qu'il ne souhaite plus poursuivre. Et Madame Rousseau, elle maintient sa plainte pour le moment, mais sans celle de Monsieur Vasseur. Elle est beaucoup plus fragile, surtout avec les éléments que vous nous avez apportés. » Maître Fontaine posa sa main sur le bras. Signal discret. Victoire partielle. Ne pas trop en demander. Ma cliente accepte de s'engager à ne plus contacter ni approcher Madame Rousseau, en échange du retrait de sa plainte également. Le commandant réfléchit, hocha la tête. Je vais transmettre la proposition. Si elle accepte, les 2 plaintes seront classées sans suite. Mais Madame Leroux, considérez ceci comme un dernier avertissement. Le moindre nouveau contact, la moindre nouvelle approche, et cette fois, il n'y aura pas de seconde chance. Je comprends. Merci, commandant. Sorti du commissariat, jambes flageolantes. Maître Fontaine souriait. Vous avez eu de la chance. Beaucoup de chance. Pourquoi il a retiré sa plainte? Julien. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu peur que nous creusions trop, que nous découvrions ses propres manipulations. Ou peut-être qu'il a juste eu un éclair de conscience. Peu probable. Julien ne faisait rien par conscience, seulement par calcul. Alors pourquoi? Réponse arrivée le soir même. Message. Numéro inconnu. Encore un nouveau. Une photo. Julien et Elodie, devant leur appartement, valise à leurs pieds, en train de charger une voiture. Puis un message. Pas de Julien. D'un autre numéro. Ils déménagent. Partent à Lyon. Nouveau départ. Loin de Paris. Loin de vous. J'ai convaincu Julien de retirer la plainte, de vous laisser tranquille. En échange, vous les laissez partir, sans les suivre, sans les contacter. Vous acceptez? Qui était ce numéro? Qui envoyait ça? Réponse tapée rapidement. Qui êtes-vous? Réponse. Quelqu'un qui veut que tout ça s'arrête. Pour tout le monde. Alors, vous acceptez? Longue réflexion. Puis, oui, je les laisse partir. Mais si jamais ils reviennent, si jamais ils recommencent, je ne me querrai plus. Je dirai tout, à tout le monde. Message final. Ils ne reviendront pas. Promis. Bonne chance pour votre nouvelle vie. Puis plus rien. Silence total. 3 semaines passèrent. Décembre s'écoula. Noël arriva. Puis le nouvel an. Pas de nouvelles. Ni de Julien, ni d'Élodie, ni de messages étranges, ni de photos, ni de surveillance. Vérification sur LinkedIn. Le profil de Julien avait changé. Nouveau poste, nouvelle ville. Lyon effectivement. Cabinet de conseil local. Élodie aussi. Même ville. Nouveau travail. Ils étaient partis. Vraiment partis. Mais pourquoi? Et qui avait envoyé ce dernier message? Qui avait convaincu Julien de retirer la plainte? La réponse arriva en janvier, par hasard. En croisant Marc Durand dans la rue. « Connor, comment allez-vous ?»« Bien, mieux, beaucoup mieux. Et vous ?»« Bien aussi. Charlotte va mieux également. Elle envisage même de porter plainte finalement, contre Élodie, pour tout ce qu'elle lui a fait. C'est bien, c'est courageux. Oui, et vous savez, je crois que tout ça a eu un effet sur Julien aussi. Comment ça? Il m'a contacté, il y a 1 mois, juste avant qu'il parte. Il m'a dit que Charlotte avait raison, qu'Élodie était toxique, dangereuse. Tiff voulait partir, mais qu'elle le menaçait, qu'elle disait qu'elle le détruirait s'il la quittait, comme elle a failli détruire Charlotte.
comme elle a failli vous détruire. Alors, pourquoi il est parti avec elle? Parce qu'il a peur, vraiment peur. Il pense que s'il reste avec elle, s'il fait ce qu'elle dit, elle finira par se calmer, par changer, par redevenir la personne dont il est tombé amoureux. Il se trompe. Je sais. Vous savez, tout le monde sait, sauf lui. Mais peut-être qu'un jour il comprendra. Quand il sera prêt, quand il aura assez souffert. Ils se séparèrent, chacun reprenant son chemin. Et elle comprit. Le dernier message, celui qui avait tout arrêté, c'était Marc, qui avait convaincu Julien, qui avait négocié, qui avait trouvé une sortie pour tout le monde. Une sortie imparfaite, bancale, où personne ne gagnait vraiment, mais où tout le monde survivait. Février arriva, puis mars. La vie reprit, lentement, progressivement. Le travail, les amis, les sorties, tout redevint normal, ou presque, parce qu'il restait des cicatrices. Invisibles mais présentes. La peur, la méfiance, la vigilance constante. Chaque inconnu dans la rue était potentiellement lui. Chaque message d'un numéro inconnu était potentiellement une menace. Chaque bruit dans la nuit était potentiellement un danger. Le sommeil restait difficile, les cauchemars fréquents, la thérapie nécessaire. Mais la vie continuait. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que c'était ça ou sombrer. Et elle avait choisi de survivre. Un soir d'avril, 6 mois après cette nuit de novembre où tout avait commencé. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Hésitation, puis décrochage. Allô? Respiration. Lourde, saccadée. Puis une voix. Brisée, familière. Je suis désolé. Pour tout. Tu avais raison. Surtout. Julien. Où es-tu? À l'hôpital. Elle m'a poussé dans les escaliers. 3 côtes cassées. Commotion cérébrale. Mais je vais bien. Enfin, je vais survivre. Silence. J'ai porté plainte, cette fois. Vraiment. Et je pars pour de vrai. Loin d'elle. Loin de tout. Bien. C'est bien, Julien. Je voulais juste te dire que je suis désolé, que tu ne méritais rien de ce que je t'ai fait, que j'étais perdu, manipulé, faible, et que je comprends si tu ne me pardonnes jamais. Le pardon. Est-ce qu'elle pouvait pardonner? Est-ce qu'elle devait? Je ne sais pas si je peux pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais je ne te souhaite pas de mal. Je veux juste que tout ça soit fini. Définitivement. C'est fini. Promis. Tu ne vas plus jamais entendre parler de moi. Prends soin de toi. Il raccrocha. Et ce fut vraiment la fin. La vraie fin. Celle où les deux personnes qui s'étaient aimées, puis déchirées, puis détruites mutuellement, prenaient enfin des chemins séparés. Définitifs. Sans retour possible. Elle posa le téléphone. Regarda par la fenêtre. L'asile s'étendait. Lumière scintillante. Vie qui continuait. Indifférente aux drames individuels. Et elle réalisa quelque chose d'important, de libérateur. Elle avait survécu. Contre tout. Contre les mensonges, les manipulations, les fausses preuves, la police, la justice. Tout. Elle était encore debout, blessée, abîmée, mais debout. Et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever.